On va aller maintenant à Dubaï, dans une villa d'un quartier d'affaires, à la rencontre de Magali Berda. Si son nom vous est inconnu, c'est que vous avez plus de 30 ans, que vous n'avez pas de téléphone portable, que vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux, que vous ne regardez ni les émissions de télé-réalité, ni Cyril Hanouna. Bref, Magali Berda, c'est 600 000 abonnés rien que sur Instagram. Ce sont des milliers de posts. Elle n'a pas 40 ans, c'est une maman de 3 filles. Elle a une société de 20 salariés au chiffre d'affaires estimé entre 20 et 40 millions d'euros. À la vérité, elle était un ovni pour nous, je vous le dis, parce que voilà, on a eu envie de vous recevoir dans Culture parce que on est beaucoup tombé sur votre nom en préparant les émissions consacrées à Delphine de Vigan et Eliette Abékassi sur les réseaux sociaux. Donc voilà, votre nom s'est naturellement imposé. Vous avez inventé quelque chose. Vous êtes une toute jeune femme. Votre réussite repose sur les réseaux sociaux, sur les influenceurs. En politique, il y a Anne Omel, Nicole Marchand qui conseille les plus grands. Et ben vous, Magali, vous conseillez les gens. Bonjour, dis donc quel portrait, ça fait plaisir. Écoutez, non mais gentil, merci à vous. Mais voilà, on le pense. Ça fait très plaisir. Tant mieux, tant mieux. Et vous êtes très très efficace. Ça va, ça se passe à Dubaï. La vie est belle pour les Français, pour vous. Comment c'est? Écoutez, Dubaï c'est sympa, ouais, c'est beau, il fait chaud, il fait beau, tout est grand, tout est magique, tout est majestueux, tout est facile. Donc forcément, la vie est plutôt agréable. Écoutez, et les Français s'y plaisent. Tant mieux. Voilà, vous nous montrerez la vue après. On a très envie de voir quand même. Oui. Okay. Avec plaisir. Ok. Alors Magali, je le disais, vous avez inventé le business des influenceurs en France. C'est un modèle économique qui laisse tous les grands du marketing sur le carreau et qui peut rapporter des milliers d'euros par jour. Vous avez une agence d'influenceurs, Shauna Events, 120 influenceurs et influenceuses, Nabila, Jessica Tivna, 6 millions d'abonnés quand même. Comment ça fonctionne? C'est comme la série 10%, vous êtes agent, c'est ça? Et c'est un peu comme à la télévision, ce qu'on a vu? Oui, gérer une agence d'influenceurs, c'est un peu ça. C'est vrai que cette série, je l'ai regardée et je m'y suis retrouvée pas mal. C'est tout le temps beaucoup d'histoires, beaucoup de stress, beaucoup de pression, beaucoup de coups bas, beaucoup de... Je dirais que c'est encore pire. En fait, c'est encore pire que la série 10%, oui. Encore autre chose. Puis en plus, on est dans un milieu virtuel, nous. Donc, c'est vrai que les réseaux sociaux, c'est beaucoup d'attaques anonymes, beaucoup de... Voilà, c'est très, très compliqué à gérer. Vous venez de Juan-les-Pins. Vous avez démarré avec des émissions de télé-réalité comme Les Anges, Les Marseillais. C'est quand même un univers très très particulier. Des ongles longs, vocabulaire court quand même, des scènes conjugales mais surréelles à la télé. En fait, ça a démarré avec un univers suivi par des milliers de Français, c'est vrai, mais un peu snobé par le petit milieu parisien. Est-ce que pour vous, Magali, c'est une revanche sur Paris? Une revanche personnelle, une revanche du Nord? Complètement. C'était une revanche parce que c'est des gens qu'on a vraiment sous-estimés. On s'est servi d'eux pour les diffuser en télé. Ils ont fait beaucoup d'audience. Voilà, on va pas se mentir, ça a été des gens qui sont très très populaires, mais qui ont été snobés par le reste de la population. Et du coup, ça nous a permis de se développer. Et on va dire qu'on a été plus grand que les autres secteurs de télévision, à un moment financièrement parlant. Et donc forcément, ça a créé beaucoup de problèmes. Mais c'était une très belle revanche. Donc l'idée, et c'est ce qu'on a vu donc avec les livres de Delphine de Vigan et Eliette Abékassi, c'est que la vie privée, elle s'expose sur les réseaux sociaux, elle rapporte beaucoup d'argent. On a vu ça et là, jusqu'à 3 000 euros par jour. Ce sont donc des gens qui deviennent millionnaires très très vite, un peu comme les footballeurs, les stars du rap ou les gagnants au loto. Comment vous les accompagnez, Magali Berda? Qu'est-ce que vous faites avec eux? Parce que, ok, d'accord, une fois qu'on est à Dubaï et qu'on a 3 Mercedes, il se passe quoi après? Comment quel est votre rôle là-dedans, en fait, presque comme une marraine, quoi? Non, je pense qu'à ce stade, effectivement, c'est plus une question d'argent, c'est une question de respect et de savoir-vivre. Et je pense que mon travail au quotidien, c'est de les accompagner. Et alors, pour certains, il y en a qui le font tout seuls, qui n'ont pas besoin, et d'autres qui en ont plus besoin que d'autres. C'est de vraiment leur faire garder un peu les pieds sur terre, de leur rappeler certaines bases, et que des fois, voilà, parce que, vous savez, au plus on gagne d'argent et au plus on veut de l'argent. Donc, c'est très compliqué à gérer. Et ça, c'est un travail vraiment très pointu que je fais parce que c'est mon rôle quelque part. Donc je travaille beaucoup là-dessus avec eux. Même s'il y en a qui sont déjà, on va dire, très terre à terre et il n'y a pas de souci. Mais
Mais l'objectif, c'est vraiment de garder ce naturel et de ne pas oublier d'où on vient. Et vous avez dans votre agence Nabila ou Jessica, comment vous les gérez? Parce qu'elles sont déjà au top niveau. Nabila, Jessica, elles ont presque pas besoin de vous d'une certaine façon. Oui, alors la difficulté, c'est pas vraiment sur elles, parce que aujourd'hui, si elles en sont, moi c'est ce que je dis à tous les autres qui démarrent, c'est que pour moi, ces influenceuses-là, si elles sont au niveau où elles sont aujourd'hui, c'est qu'elles ont les pieds sur terre et qu'elles sont sensées et intelligentes. Parce que sinon, elles n'en seraient pas là. Donc sur cet accompagnement, on va dire que c'est plutôt pour les débutants, pour qui ça va très vite et qui ça monte, et puis d'un coup ils perdent pied et ils comprennent pas ce qui leur arrive. Donc ça, c'est plus difficile à gérer. Et je me sers beaucoup de l'exemple de Nabila et Jessica, justement parce que c'est des filles qui sont vraiment terre à terre et qui savent que voilà, elles n'oublient pas d'où elles viennent. Quand on a besoin d'elles, elles sont là. C'est pas vraiment sur elles que je travaille là-dessus. C'est vraiment sur les nouveaux influenceurs et qui gagnent de l'argent très vite et qui d'un coup se retrouvent propulsés avec une notoriété, avec de l'argent, avec plein de choses. Et voilà, qu'est-ce qui m'arrive? Waouh, c'est compliqué à gérer. On a vu le président Macron qui a parlé avec McFly et Carlito. Voilà. D'ailleurs, il paraît que Brigitte et Emmanuel Macron ont fait appel à vous. Est-ce que c'est vrai? Et si c'est vrai, comment ça s'est passé? Alors, pas directement. En fait, c'est la Fondation des Hôpitaux de France et de Paris avec qui j'ai collaboré pendant le premier confinement, où je leur ai donné un coup de main, effectivement, donc c'est la fondation qui est gérée par Brigitte Macron, qui est représentée par Brigitte Macron, et où je les ai aidés, en fait, à certifier le compte Instagram de la fondation, faire de la communication pour la fondation. C'était totalement à titre gratuit, hein, je le dis bien. On n'a absolument pas été rémunérés pour ça, ni mon agence, ni moi-même. Ça a vraiment été pour aider la France, en fait, tout simplement. Enfin, la France, j'ai pas aidé la France, mais pour aider avec mes moyens, avec ce que je sais faire. Et puis, on a aussi été contacté effectivement par le cabinet du Premier ministre l'année dernière pour diffuser les gestes barrières, pour, on va dire, communiquer sur les réseaux sociaux, parce qu'ils se sont rendus compte que les réseaux sociaux, et ça c'est une grande force avec Emmanuel Macron, c'est qu'il est vraiment jeune et 2.0. Ouais. Donc ils ont voulu communiquer par les réseaux sociaux, qui est un canal de communication qui est très important. Et ils ont fait appel effectivement à mon agence pour communiquer les gestes barrières et tout ce qui était important pour aider la population à travers cette crise sanitaire. Et le déjeuner avec Gabriel Attal, c'est vrai? Ouais. Alors comment c'était? Alors le déjeuner avec Gabriel, ça a perturbé beaucoup de monde. Bah oui, c'est clair quand même. Le déjeuner avec Gabriel Attal, c'est venu bien après. C'est effectivement parce que je pense que il avait, c'est ce qu'il m'a dit, c'est que il est très jeune, il est très novateur, il est très moderne, et je pense qu'il a compris énormément de choses, Gabriel Attal, et il a compris comment il fallait communiquer, par quels moyens, et j'ai été vraiment super fière d'avoir été invitée par Gabriel Attal à déjeuner pour discuter, pour parler un petit peu de mon métier, de ce que je faisais, comment ça fonctionnait. Ouais. Voilà, peut-être pour, je sais pas, pour qu'il ait des idées supplémentaires ou pour qu'il puisse connaître un peu mieux notre milieu. Et Magali, pardon, question vraiment, je vais me faire tuer par les féminines, mais vous avez été habillée comme ça au déjeuner de Gabriel Attal? J'ai été, pardon? Vous avez été habillée comme ça? Je veux dire, le look, c'est particulier quand même. Comment vous étiez habillée avec... J'ai été habillée... Ouais. J'ai été habillée comment? Je m'en souviens même plus, mais moi-même. Ils m'ont absolument pas demandé d'avoir une tenue, on va dire, tenue correcte exigée. Hein. Ils m'ont pas du tout parlé de ça. Je suis venue... comment j'ai été habillée? Je sais même plus, mais classique, mais moi-même, quoi. Écoutez, tant mieux. Comme on me voit d'habitude. C'est parfait. On vous a cambriolé, votre fille a été agressée. Vous êtes fière d'être française, avez-vous dit, mais la tentation de l'exil est quand même assez forte. En fait, est-ce que c'est pour ça d'abord que vous êtes à Dubaï? Est-ce que c'est pour ça que tous les acteurs de la télé-réalité sont à Dubaï à cause de la sécurité? On s'y sent mieux quand on est français là-bas, à Dubaï? Oui, je pense qu'effectivement, aujourd'hui, c'est dur parce que on vit en France, on aime la France. Moi, j'aime la France. Je critiquerai jamais mon pays parce qu'encore une fois, je crache jamais dans la soupe. C'est pas du tout mon éducation. Mais c'est vrai que si je peux vivre un peu plus tranquille, moi, je vais pas le nier, je vais pas le cacher. Moi, j'ai été cambriolée 3 fois, en 6 mois de temps, dont une avec une présence physique sur qui j'étais là, donc je les ai vus. Ça a été compliqué, j'ai été menacée de mort à plusieurs reprises, j'ai été mise sous protection peut-être depuis ma carrière 3 fois. Donc c'est pas des choses qui sont faciles à vivre.
Et d'un côté, je me dis, je travaille, j'essaie d'entreprendre, j'essaie de créer des choses, j'essaie de faire plein de choses. Et du coup, je contribue aussi à l'économie de mon pays. Et puis, quelque part, je me retrouve braquée, jugée, malmenée. Donc, ça fait de la peine. Mais c'est pas pour ces raisons-là, moi, que je suis venue ici. Moi, je suis venue ici parce que mes influenceurs, eux, ne supportaient plus ça et sont venus à Dubaï pour d'autres raisons. Et pour ces raisons de sécurité. Et du coup, je suis obligée aussi de suivre le mouvement de ma société parce que sinon, je vais être remplacée et je ne veux pas être remplacée. Donc je m'adapte à la situation et à l'évolution de mon métier. Magali, vous avez été élevée par votre grand-mère qui est partie il y a peu de temps. Vous détestez votre père. Vous n'êtes d'ailleurs ni la première ni la dernière à écrire sur la famille. Beaucoup d'auteurs ont fait ça, de Hervé Bazin à Houellebecq. Donc voilà. Est-ce que c'est votre enfance trimballée? Est-ce que c'est cette violence, cette vie-là qui a forgé votre caractère? Ce que vous avez vécu enfant? Tout est... Effectivement, je pense qu'aujourd'hui, tout ce que j'ai, c'est vraiment... dû à l'éducation que j'ai reçue de mes grands-parents et toute la force de caractère que je peux avoir aujourd'hui et ce que je peux réussir à encaisser sur mes épaules et réussir à vivre et à continuer à me battre et à avancer, je le dois uniquement à l'éducation que j'ai reçue de mes grands-parents et à ce que j'ai pu vivre. Donc, quelque part, mon père, il m'a rendu service. Cyril Hanouna a dit que vous étiez sa plus belle rencontre? Oh, une des plus belles rencontres. Une des plus belles. Il en a beaucoup, Cyril, des belles rencontres, parce qu'il rencontre beaucoup de monde. Non, mais comment ça se passe avec lui sur le plateau de Touche pas mon pote? Parce que maintenant, c'est pas simple d'être un peu la chroniqueuse ou la jouer la nunuche, mais on peut plus trop déraper, on va dire. Oui, voilà. Donc, comment ça se passe? Oui, c'est vrai, en France, avec le CSA, c'est compliqué, mais Cyril, il garde cette particularité. C'est une personne qui est sincère, qui est vraie, et qui, pareil, qui s'impose pas des souffrances, qui vit, qui rigole, qui s'amuse, il réfléchit pas comme, enfin voilà, c'est vraiment dans l'audiovisuel, c'est vraiment quelqu'un qui m'inspire beaucoup et avec qui j'apprends énormément parce qu'il est la continuité de mon éducation aujourd'hui. On va pas se mentir, pour moi c'est la continuité de mon éducation, mais dans mon milieu professionnel. Il est tel qu'il est, il s'en fout de ce que les gens pensent. Lui, il assume tout ce qu'il dit, il assume ce qu'il fait. C'est quelqu'un de vrai, d'entier. Et même si les gens sont pas contents et qu'il est aussi très polémique et qu'il est très... c'est parce que c'est quelqu'un de vrai et qui s'assume. Donc, c'est comme ça. Mais c'est un vrai bonheur. Moi, j'aurais jamais voulu être formée, entre guillemets, par quelqu'un d'autre. Bel hommage. Vous êtes juif, votre mari, ex-mari est juif, votre nouvel amoureux est juif, c'est le cousin de Kevin Getch d'ailleurs, un candidat de télé-réalité qui a des milliers de fans. Je dis ça parce que vous le cachez pas, sinon je me serais pas permise de balancer. Non, il n'y a pas de problème. Non, mais bon, voilà. Alors, en fait, ma question, c'est pas ça. Ma question, c'est, dans ces univers des réseaux sociaux, de la télé-réalité, est-ce que la foi, le fait d'être juif, c'est important? Alors oui, pour moi, ça a été vraiment la base de ma vie. Toute mon histoire, j'ai pu l'expliquer. En fait, tout ce qui m'est arrivé depuis que je suis née et tout ce que j'ai vécu, j'ai réussi à trouver l'explication de ma vie qui est très particulière et qui est très spéciale auprès d'un rave. Et je l'ai expliqué dans mon livre d'ailleurs. C'est en allant le voir que toutes les difficultés que j'ai eues ont pris un sens. Et c'est une explication très religieuse, très croyante, parce que je suis extrêmement croyante. Alors après, je ne cache pas, et j'avoue que je ne suis pas très pratiquante, mais je suis vraiment très croyante. Pour moi, la croyance et la pratique, c'est deux choses différentes. Chacun doit le faire comme il l'a envie et comme il le ressent. J'ai été mariée avec quelqu'un de très religieux, effectivement, pendant près de 15 ans. Oui. Ça m'a fait presque... ça a été très dur pour moi, parce que chacun a son niveau de pratique, mais ça a été très dur. Mais par contre, la croyance que j'ai, c'est la base de ma vie et c'est vraiment ce qu'on m'a inculqué aussi depuis que je suis petite, dans des rites à la fois séfarades et ashkénazes, puisque mon grand-père était ashkénaze et ma grand-mère séfarade. Donc on a plutôt été élevés dans le rite ashkénaze chez nous, mais je suis mariée avec un Tunisien et maintenant un Algérien, donc c'est compliqué. Je suis maintenant devenue séfarade, entre guillemets, je pense. Voilà. Mais à la base, on est ashkénaze, nous. D'accord. Et couper votre téléphone le Shabbat, ça vous est passé par la tête? Je dis ça parce que voilà, vous êtes vraiment accro à votre téléphone portable, c'est votre outil de vie. Voilà. Et donc le fermer, ça vous est passé par la tête? Oui, alors en fait, moi j'ai été donc mariée pendant 15 ans avec un religieux et j'ai été Shomeret Shabbat. Je connais vraiment toutes les pratiques. Mes filles sont en école juive depuis qu'elles sont nées.
Donc pour nous, c'est très important de garder ces fondations-là, parce que pour moi, la religion, c'est les fondations d'une vie, quelle que soit la religion. Mais c'est important pour moi d'avoir un cadre, parce que la religion crée un cadre aujourd'hui dans une vie et crée des règles. Maintenant, j'ai été chômère de Shabbat. C'est quelque chose que j'arrive plus à faire, parce que des fois, je me suis sentie, à travers mon mariage, un petit peu obligée de faire ça. Et j'ai eu ce petit revers là en me disant, ok, je veux pas. Mais ça n'empêche pas que je suis juive et que je revendique ma religion et que je ne m'en suis jamais cachée non plus, que je l'assume à 1000%, que c'est ma religion, je l'aime. Voilà, je suis très très croyante. Moi, j'y crois et c'est quelque chose qui m'aide énormément, mais vraiment énormément. Et à chaque fois que je dis les choses, je remercie Hachem. Je me dis voilà. Mais la pratique de la religion, je la connais très bien. Je l'ai faite pendant très longtemps et j'ai été chômère de Shabbat. Magali Berda, ma question c'était juste, est-ce que vous coupez votre téléphone portable parce que c'est votre organe vital? C'est difficile pour moi aujourd'hui de couper le téléphone, c'est très difficile. Aujourd'hui, alors vous savez, je sais que mon ex-beau-père disait toujours, quand on veut, on peut, et c'est ça l'effort, et au plus tu vas faire l'effort, et au plus justement c'est beau de le faire. Parce que tu t'imposes quelque chose, donc c'est ça qui est magique et qui est vrai. Mais je n'arrive pas encore à couper ce téléphone. D'accord. Et l'antisémitisme, est-ce que ça court sur les réseaux sociaux? Être juif, bien sûr, s'afficher sur les réseaux sociaux, montrer son soutien à Israël sur les réseaux sociaux, est-ce que ça pose un problème dans ces milieux-là des influenceurs ou toutes les... Alors, les influenceurs, c'est pas vraiment le problème avec la religion. L'antisémitisme, on le ressent vraiment sur les réseaux sociaux avec des gens qui sont anonymes parce qu'ils n'ont pas la figure de le faire en face, en fait. Donc, c'est pas vraiment dans mon... On va dire dans mon quotidien réel, c'est plutôt dans mon quotidien virtuel. C'est-à-dire que ça, j'en ai vraiment tous les jours sur les réseaux sociaux, des commentaires, des menaces. Puis les gens, à partir du moment où vous êtes de religion juive, il y en a certains qui croient que vous êtes du coup aussi raciste envers les musulmans, alors que pas du tout, ça n'a strictement rien à voir. Et du coup, beaucoup font l'amalgame et c'est dommage parce que c'est pas vrai. Mais oui, l'antisémitisme, moi j'ai reçu des menaces c'est très très hard, hein, on se rend pas compte. Mais vous savez, moi je suis juive, je suis une femme, je m'assume, je suis refaite, donc ça pose beaucoup de problèmes, on va dire, mais c'est comme ça. Donc, mais je me cacherai pas, mais je préfère souffrir que de me cacher de la personne que je suis en fait. Oui. Mais j'ai lu ça et là qu'il y a des candidats de télé-réalité qui ont changé d'agence à cause des soutiens à Israël. Mais on pensait que tout le monde s'entendait dans cette unité. Oui, non, il n'y a aucun souci. Franchement, sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de problème là-dessus. C'est plutôt je vous dis, les gens. Alors le problème, c'est que entre influenceurs, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est les gens anonymes. Et ça, c'est un déferlement de haine au quotidien et c'est en quantité, c'est beaucoup. Donc au début, ça faisait mal et puis maintenant, vous savez, j'efface. Moi, je reçois des messages tous les jours antisémites. Même quand ma grand-mère est partie, j'ai eu des commentaires avec, des commentaires tellement débiles et tellement horribles que je les efface. Ça m'est arrivé peut-être une fois d'en poster un ou deux parce que des fois, j'ai envie que les gens se rendent compte. Des fois, quand on les voit, on se dit c'est tellement injuste que j'ai envie que les gens le voient vraiment aux yeux du public, que ce soit vu parce que c'est trop grave. Donc des fois, j'ai des petits moments où je me laisse aller et puis des fois, je me dis il faut pas, ça sert à rien, et j'efface et puis voilà, c'est tout. Merci Magali Berda. Je rappelle votre livre Ma vie en réalité, un article aussi dans Vanity Fair, c'est quand même pas mal. Shona Yvonne, il paraît que vous avez maintenant dans votre agence Jade Hallyday, j'ai lu ça quelque part. Non, ça c'est à TPMP parce que j'ai dit qu'avec avec Jade, c'est vrai qu'on s'envoie des petits messages, avec Joy aussi, etc. Mais bon, pour l'instant, je pense qu'elle est un petit peu jeune, il faut la laisser grandir encore un petit peu. Mais plus tard, pourquoi pas, parce que si sa mère est d'accord, bien évidemment, c'est des jeunes filles qui sont totalement instagrammables. Voilà. Eh ben c'est super. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Merci à vous. C'est gentil.